Bonjour à tous, je suis Noémie Gilliotte, rédactrice en chef du magazine Direction. Bienvenue à cette seconde émission du Social Club, votre rendez-vous trimestriel de l'actualité en droit social des établissements et services sociaux et médico-sociaux, organisé par le magazine Direction et le cabinet Picard Avocat. Alors, ce nouveau rendez-vous trimestriel sous forme de webinaire condense de façon pragmatique et opérationnelle vos dernières actualités, qu'elles soient conventionnelles, légales, jurisprudentielles, à destination des employeurs de l'action sociale et médico-sociale. Si nous avons le temps, bien sûr, nous répondrons à vos questions à l'issue de cette présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet « Questions » uniquement, et vous pouvez d'ailleurs liker les questions déjà posées pour manifester votre intérêt. Alors, le menu aujourd'hui est particulièrement dense. Du côté de l'actualité conventionnelle, nous vous ferons un récapitulatif pour savoir où est-ce qu'on en est concernant les fameuses revalorisations salariales dites Ségur, suite notamment à l'accord dans la basse, avec notamment également les négociations sur la future convention collective unique étendue. En matière d'actualité légale, vous saurez tout sur l'expérimentation du CDD multi-remplacement de la loi issue de la loi dite Avenir Pro. Et enfin, en matière d'actu jurisprudentielle, nous aurons 3 sujets à aborder avec vous, le barème Macron, le renouvellement des CSE et la procédure d'inaptitude. Donc voilà pour tous ces sujets importants qui vont vous être décryptés de ce pas par les avocats Stéphane Picard et Cécile Noël. Merci beaucoup Noémie, bonjour à tous. On lance effectivement la deuxième de ce Social Club avec une actualité qui est assez chargée pour le secteur en particulier. Alors évidemment, en 1 heure, on ne va pas traiter de toute l'actualité, mais on va essayer de se concentrer sur les questions qui nous ont été pas mal remontées ces derniers temps. Et je vais commencer par celle qui anime tous les débats en ce moment. C'est évidemment la question des revalorisations salariales dans le secteur, le fameux Laforcade 2, indemnité socio-éducative, bref, quel que soit son petit nom, on va commencer par celle-ci. Alors, vous le savez, on avait eu la conférence des métiers en février 2022, à la suite de laquelle il était censé être prévu une extension du Ségur, du Laforcade pour les personnels socio-éducatifs. On a eu une petite période de creux où finalement, alors en off, il y avait des négociations, mais en réalité, on n'avait pas vraiment d'actualité sur ce point-là, ça a pris du temps. Et on a eu du coup en mai 2022, le 2 mai, un accord de branche qui a été conclu par Access pour le côté patronal et par la CFDT pour le côté salarial. Donc cet accord de branche était au début valable, hein, puisque la CFDT représente bien plus de 30% de représentativité syndicale au niveau de la branche. Sauf que, bien évidemment, on n'en reste pas là. On a eu une opposition qui a été menée par la CGT, en tout cas officiellement au départ, et par FO. Vous le savez certainement, pour qu'un accord de branche dans le secteur, comme dans un autre puisse entrer en vigueur, on doit avoir certes 30%, on les avait, mais on devait aussi ne pas avoir d'opposition majoritaire. Et on nous a annoncé une opposition majoritaire CGT-FO. Suite de quoi, la Confédération Access a commencé à préparer une recommandation patronale, qui vaut des lieux, hein, pour justement mettre en œuvre cette indemnité, Laforcade 2 ou métiers socio-éducatifs. Finalement, on s'est rendu compte que la CGT n'avait pas correctement effectué son droit d'opposition, volontairement ou pas, en tout cas, la CGT s'est trompée d'adresse. Au lieu d'envoyer son droit d'opposition à l'adresse actuelle d'Access, elle l'a envoyé à une autre adresse, ce qui fait que le droit d'opposition n'est pas valable, et donc l'accord de branche du 2 mai 2022 est bien conforme. Donc, il est valable. Dernière étape qui était nécessaire pour son entrée en vigueur, c'était son agrément. Vous l'avez certainement vu passer. On a l'arrêté d'agrément qui a été publié au JO du 23 juin 2022. Ça veut dire que la revalorisation salariale pour les professionnels socio-éducatifs est entrée en vigueur pour tout le monde le 24 juin dernier. Alors, ça a été un petit peu un vent de panique hein, pour les services de paye parce que 24 juin 2022, je ne sais pas quand se clôture la paye dans vos structures, mais en tout cas, on est généralement à cette date-là. Ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui ont pu anticiper, la revalorisation sera versée à compter du mois de juin 2022, hein, avec effet rétroactif au 1er avril. Et pour ceux qui n'ont pas été en mesure de le faire, eh bien, il faudra opérer cette régularisation sur la paye du mois de juillet 2022. Alors, quel intérêt de cet accord de branche par rapport à une recommandation patronale? Vous le savez, pour le Ségur 1, Ségur 2, Laforcade 1, on a eu des recommandations patronales de Nexem d'une part et de la FEB d'autre part.
Sur le papier, les textes sont identiques. Vous pouvez comparer les différentes recommandations patronales et l'accord. On a des formulations qui sont reprises à chaque fois. La seule subtilité de l'accord de branche, c'est que déjà, si vous avez ce principe en tête, c'est que quand on a un accord collectif, on a ce qu'on appelle une présomption de justification des différences de traitement, ce qui présente un intérêt certain parce que, vous le faites le constat, on a diverses primes variées qui sont mises en place à des montants parfois différents, ce qui veut dire qu'on peut avoir des potentiels sujets d'inégalité de traitement au sein des structures. C'est d'ailleurs ce qui appelle ces revalorisations et cette extension du Ségur, l'égalité de traitement. L'avantage de l'accord de branche, c'est qu'il y a une présomption qui s'applique. Donc ça sécurise un petit peu plus les employeurs que si on avait eu une simple recommandation patronale. Deuxième intérêt, c'est, là encore, égalité de traitement, mais c'est qu'en fait, cet accord de branche va s'appliquer à tous. Quand on a une recommandation patronale, seuls ceux qui d'entre vous adhèrent à la FEAP ou à Nexem sont liés par le texte et sont obligés de l'appliquer. On doit complètement dissocier la question finalement de l'obligation d'appliquer un texte de la question du financement. Que vous ayez ou pas les financements, vous appliquez le texte si vous êtes tenu de l'appliquer. Là, concernant cet accord de branche, il n'est pas encore étendu, il est seulement agréé. Il y a une procédure d'extension qui est en cours, la demande a été formulée. On n'a pas de date estimative pour l'arrêté d'extension, mais d'une fois que l'accord de branche sera étendu, là, il s'appliquera à tout le monde, peu importe que vous adhériez ou non à la FEAP ou à Nexem. Donc, en synthèse, si aujourd'hui vous adhérez à FEAP ou à Nexem, vous devez dès aujourd'hui ou dès demain, en juillet, appliquer cet accord. Si vous n'adhérez pas à ces fédérations patronales, il faudra attendre, vous pourrez attendre l'arrêté d'extension. Sur le contenu de l'accord, je ne vais pas m'épancher plus que ça. On est toujours sur 238 € bruts par mois. On n'est pas sur un montant net parce que, vous savez, avec les charges sociales, le net peut varier. Il était beaucoup plus simple de conserver un montant brut. Concernant les professionnels éligibles, alors vous avez la liste des professionnels, alors des structures qui sont fixées, je vous renvoie à l'accord du 2 mai, et concernant la liste des professionnels, on a une annexe à l'accord qui est donnée. Cette annexe, elle est limitative. Il y avait une question qui nous avait été posée au cabinet, c'était quid des professionnels directeurs d'établissement ou professionnels administratifs, fonction support. Alors la question, elle a été tranchée du coup par l'accord de branche. Ces professionnels ne sont pas éligibles à cette indemnité Laforcade 2. Alors, on parle d'indemnité comme d'habitude, on n'est pas du tout sur une indemnité, on est bien sur une prime qui est donc assujettie à charges sociales et à impôts. C'est une appellation qui est un peu trompeuse, donc c'est une prime dont sont exclus les professionnels administratifs et support et les directeurs d'établissement. Alors vous verrez dans l'accord, il détaille qui est réellement éligible parce qu'au-delà de l'activité exercée, peu importe le diplôme, j'insiste là-dessus parce que dans le secteur, on a pas mal de faisans fonction, de personnes non diplômées qui vont occuper des emplois où normalement le diplôme est exigé. Là, concernant cette indemnité prime, c'est vraiment la fonction exercée qui va faire que le salarié est éligible ou pas à cette indemnité. Il y a un deuxième critère qui est fixé par l'accord qu'on n'avait pas dans les précédentes recommandations patronales, c'est que le salarié doit exercer à minima 50% de son temps de travail sur une activité dite éducative. Donc ça, c'est important. Pour y être éligible, il faut que la proportion d'activité éducative soit d'au moins 50%. Attention, on n'a pas ensuite une prime proratisée en fonction de je suis à 30% ça, 20% ça, non. Critère d'éligibilité, minimum 50% de fonction éducative, et à partir du moment où le critère est rempli, le salarié a le droit à l'indemnité dans son ensemble. Petite subtilité aussi pour les professionnels qui travaillent sur plusieurs structures, ça peut arriver. L'accord fixe une grille de répartition. Le critère premier, c'est le temps de travail effectué au sein de chaque structure. Si ce temps de travail partagé, il est indiqué dans le contrat de travail, ce qui est en pratique quand même assez rare, et bien dans ce cas-là, on se fie au contrat de travail. Donc si jamais je travaille à 60% dans une structure éligible et à 40% dans une structure non éligible, eh bien j'aurai le droit à la prime à hauteur de 60%. Et si jamais ce n'est pas mentionné dans le contrat de travail, eh bien on fait en fonction du travail effectif au sein de chaque structure. Ce n'est pas forcément évident en pratique. Il y avait déjà eu la problématique qui avait été posée pour les recommandations patronales, Laforcade 1 notamment. Mais voilà, on est plutôt sur des cas particuliers pour ce point-là. Petite précision aussi, cette indemnité Laforcade 2, prime socio-éducatif, attention, elle ne se cumule pas évidemment avec toutes les autres primes de 238 € bruts qui ont été mises en place, notamment pour le Ségur 1 par exemple, ou pour le Laforcade 1. Donc c'est vraiment une seule prime. Si jamais un salarié est susceptible de bénéficier des deux, il ne bénéficiera que d'une seule.
Donc, je vous renvoie à l'accord de branche sur ce point-là. Vous verrez, la FEAP et Nexam ont communiqué une note d'application qui a été élaborée par Access, hein, donc c'est vraiment une note commune, note d'application de cet accord de branche qui vous donne un petit peu comme ça des billes pour le mettre en œuvre. Donc prenez-en connaissance, c'est assez clair, il y a des exemples qui sont donnés, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Dernier point sur cette prime, il y a une question qui nous avait été posée, c'était la question des absences. J'évoque quand même ce point-là puisque ce n'est pas évoqué à ma connaissance dans la note d'application. La question qui était posée, c'était en gros, est-ce que cette prime doit être supprimée en cas d'absence du salarié? Alors, ce n'est pas mentionné expressément. Maintenant, on est sur une prime qui est proratisée quand le salarié entre en cours de mois ou sort des effectifs en cours de mois. C'est une prime qui, bien évidemment, est prise en compte dans l'assiette de calcul du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie. Mais en revanche, effectivement, si le salarié fait l'objet d'une absence non rémunérée, non indemnisée, eh bien, la prime, à notre sens, en tout cas au cabinet, n'a pas à être maintenue puisqu'elle est liée à l'activité. Et d'ailleurs, le critère d'éligibilité, c'est bien l'exercice de fonctions socio-éducatives. Donc, voilà ce qu'il en est pour cette prime. Accord applicable depuis le 24 juin. Donc, maintenant, c'est à vous. Stéphane, je te renvoie la balle puisque deuxième sujet qui est lié à cette prime-là, quid pour les oubliés? C'est toujours le problème dans le secteur et Stéphane va évoquer cette question-là. Merci Cécile et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, l'un des sujets majeurs que vous vous posez à côté du financement, c'est celui des oubliés et, on va dire, des difficultés sociales qui sont liées au fait que certains de vos professionnels vont bénéficier, alors quand juin, juillet, alors que d'autres vont pour le moment, on pense aux directeurs, aux fonctions support, aux fonctions administratives et plein d'autres, ne vont pas pouvoir en bénéficier. Donc on a beaucoup de clients qui réfléchissent à comment est-ce qu'on pourrait pallier à cette situation. Alors évidemment, option la plus simple, je fais un accord collectif ou une décision unilatérale qui vient étendre à tel ou tel professionnel, voire à l'ensemble des professionnels, le bénéfice des différentes indemnités. Évidemment, pour faire ça, vous devez avoir soit un financeur qui vous suit, soit avoir suffisamment de fonds propres pour vous permettre une telle extension. Donc, premier point, c'est évidemment le plus simple, c'est celui d'élargir le versement de cette indemnité à l'ensemble des salariés qui n'ont pas d'ores et déjà bénéficié des différentes indemnités Ségur ou la Laforcade. Premier point. Deuxième point, beaucoup d'entre vous nous ont posé la question, et quid de la PEPA? Effectivement, on pourrait imaginer, pour obtenir en plus une optimisation sociale et fiscale, d'aller sur une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Sauf que, premier élément pour tempérer cette possibilité, eh bien, à date, la PEPA n'existe pas, puisqu'on attend d'avoir le texte du projet sur le pouvoir d'achat qui devrait contenir des dispositions sur la PEPA pour savoir un peu le contenu de celle-ci. Et surtout, si on se réfère au contenu des PEPA antérieures, on n'avait pas la main sur les critères permettant de moduler le contenu, le versement, le quantum de la prime. Vous n'allez pas pouvoir écrire frontalement dans votre PEPA, sauf si vraiment il y a une modification radicale dans sa rédaction. Les salariés qui n'ont pas bénéficié du Ségur vont bénéficier de la PEPA. Ça ne fonctionnera pas. En tout cas, en l'état des textes antérieurs, ce n'était pas possible. Donc la PEPA, c'est pour le moment la fausse bonne idée, parce que, elle n'existe plus. Et quand on sait les difficultés que va avoir le gouvernement pour faire passer ce futur texte, a priori, ce n'est pas pour tout de suite non plus, mais surtout, les critères, a priori, ne permettaient pas d'aller sur cette logique-là. Donc, PEPA, la réponse est oui, mais en fait, non. Deuxième point qui nous a été évoqué par un client et qui est plutôt une idée intéressante, c'est d'aller sur le sujet d'un accord d'intéressement. Et pourquoi ce n'est pas si farfelu que ça, que d'aller sur un accord d'intéressement? Parce que l'accord d'intéressement, il peut être évidemment conclu au niveau de la personne morale, mais on peut également le prévoir pour des établissements. Alors, établissements au sein desquels sont notamment mis en place des CSE. Donc, évidemment, on parle d'établissements distincts. Ce n'est pas un petit service d'un établissement. Mais il serait possible d'imaginer un accord d'intéressement qui ne concernerait que des établissements qui ne seraient pas concernés par le versement de l'indemnité de la Laforcade et d'autres indemnités, Ségur sociales, etc. Alors évidemment, la limite de l'exercice, elle est au niveau des salariés, c'est-à-dire que dans la pratique,
et on a également beaucoup de clients qui nous ont interrogés là-dessus, vous avez des salariés qui, au sein d'un même établissement, ne vont pas bénéficier de la même revalorisation. Le sujet de l'intéressement ne peut fonctionner que si et seulement si on est au niveau de l'établissement. Et vous pourriez me dire, oui, mais attention, maître, un accord d'intéressement, il faut trouver une formule, et puis ce n'est que pour les entreprises à but lucratif. Alors non, pas du tout. Oui, il faut trouver une formule, mais ça peut être sur des critères qualitatifs. Et surtout, il y a une évolution importante depuis le mois de décembre 2020, c'est qu'avant, les accords d'intéressement étaient nécessairement conclus pour une durée de 3 ans. Maintenant, les accords d'intéressement, on peut aller sur une période comprise entre 1 et 3 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement farfelu que d'aller creuser éventuellement cette piste de l'intéressement qui, en plus, vous permettrait eh bien, de mettre en place des indicateurs sur la qualité de la prise en charge des personnes accompagnées. Dernière nuance sur l'intéressement, mais vous voyez que là encore, on va avoir un point de passage. Le principe est, l'intéressement ne peut pas venir se substituer à un élément de rémunération. Si on vient réserver l'intéressement uniquement pour le personnel des établissements qui ne bénéficient pas des dites revalorisations, eh bien, le dit intéressement ne va évidemment pas se substituer à un élément de rémunération. Il n'y aurait donc pas de problème par rapport à ça. Donc, ça peut être une piste que celle d'aller rechercher sur le volet de l'intéressement et de mémoire, on me dit dans l'oreillette qu'on aurait peut-être rédigé un article sur l'intéressement pour direction, ou si ce n'est pas le cas, on le fera peut-être plus tard. Bref, l'oreillette me donne une info que je répercute en temps réel. Donc, élargissement par accord collectif ou par DIE, pourquoi pas, mais vous devez avoir les fonds propres nécessaires. Alors évidemment, on peut être sur des durées déterminées. PEPA, on oublie. Intéressement, piste à creuser, pourquoi pas. Et quatrième point, c'est d'attendre la conclusion de cette éventuelle convention collective unique étendue, dont on nous dit qu'elle va venir notamment corriger les inégalités de traitement, ou en tout cas les oubliés des différentes revalorisations. Alors sur ce point, petite mise à jour de où en sommes-nous. Eh bien pour le moment, on est toujours un peu dans les discussions préparatoires. Un calendrier a été proposé par Access pour venir fixer les différents points 2023. EFO, CGT et Sud, pour le moment, ne veulent pas signer, enfin ne veulent pas en tout cas parler de 2023 tant qu'il n'y a pas eu les 183 € pour tout le monde. Bref, ça avance. Mais l'horizon est toujours éloigné par rapport, vous vous en doutez, à la mise en œuvre de cette convention collective unique étendue. Et là encore, juste petite boutade, comment est-ce que ça pourrait se passer si jamais les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord sur un texte? Et bien évidemment, cette convention collective devra être signée par Access, qui est l'organisation représentative sur le champ dont on discute, CIF, les arrêtés qui ont été rendus il y a maintenant de cela plusieurs mois, si ce n'est années, devra être également signée par une ou plusieurs organisations syndicales qui représentent 30% de l'audience syndicale, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'un droit d'opposition. Et je serais tenté de dire que Access n'est pas changé son adresse postale parce que manifestement pour la CGT, il y a une petite difficulté en termes d'adressage de courrier, notamment de droit d'opposition. Dernier point, évidemment, elle devra faire l'objet, cette convention collective unique, d'un agrément. Dernier point en ce qui me concerne, très rapide, sur justement le mix de PEPA et CCIE. Donc vous avez ce projet de loi sur pouvoir d'achat qui va venir traiter de la PEPA. On vient nous dire un x3 dans les textes qui peuvent circuler, donc potentiellement jusqu'à 6 000 €, conditionné peut-être par un accord d'intéressement. Tiens, ça fait le lien avec ce que je vous ai indiqué juste avant. Et des informations qu'on fuitait, il y a aussi tout un sujet d'accélération du mouvement de rapprochement des branches pour celles qui ont trop de coefficients ou de rémunérations qui sont à un niveau inférieur au SMIC. Donc, l'administration pourrait accélérer le mouvement de la CCIE, parce qu'on sait très bien qu'on a aussi des coefficients qui sont en dessous du SMIC, par ce biais-là, pour vraiment donner un coup de pied, entre guillemets, d'accélérateur à la mise en œuvre de cette convention collective unique. Donc voilà pour le point de passage qui était quand même la grosse actualité sur le sujet Ségur issu de la conférence des métiers. On va embrayer sur un deuxième point qui est aussi un peu dans l'air du temps. Alors j'ai y passé peu de temps, mais on est énormément questionné sur, et c'est aussi beaucoup dans les médias, on a un vrai sujet
pour cet été, et là c'est quasiment après-demain, par rapport à une pénurie de personnel. Donc on a d'un côté l'attractivité des métiers, la pénurie, on va dire, globale du personnel, qui est vision à moyen terme, long terme, et on a là quelque chose de très très rapide, qui est celle de potentiellement, je ne vais pas avoir suffisamment de personnel pour gérer mon établissement au regard de la continuité des soins, au regard de mes taux d'encadrement, parce que je ne trouve personne pour remplacer les salariés qui sont en congé payé sur la période estivale. Donc, on a quelques clients qui nous ont posé la question, mais maître, serait-il possible d'actionner cette fameuse réquisition qui est prévue par le Code général des collectivités territoriales, par le biais du préfet? Et là, on a hélas répondu à ces clients, c'est très compliqué, parce que cette réquisition, elle intervient 90% des cas sur des sujets de grève, c'est-à-dire sur des sujets qui vous tombent dessus, qui sont quelque part imprévisibles, c'est-à-dire l'employeur ne peut pas gérer, en tout cas ce mouvement de grève, autrement que par engager une négociation pour éventuellement trouver un protocole de sortie de grève. Là, on est dans l'hypothèse où j'ai des salariés qui sont en congé payé, et je n'arrive pas à les remplacer, avec donc une crainte sérieuse de beaucoup d'établissements sur le thème « je n'aurai pas suffisamment de personnel ». Sauf que vous avez bien compris qu'à la différence de la grève, c'est vous, employeur, qui êtes à l'origine de l'organisation des congés payés. C'est-à-dire qu'il sera très difficile de venir argumenter auprès des services du préfet, comme quoi le fait d'avoir accordé les congés aux salariés tel que prévu par le Code du travail, la convention collective, on est même sur des normes européennes, eh bien, va venir caractériser une situation d'urgence qui nécessite une réquisition. Et évidemment, une réquisition de qui? On voit mal comment est-ce que vous allez pouvoir demander au préfet de réquisitionner des salariés dont vous êtes vous-même à l'origine des congés payés. D'où la nuance avec les grévistes. Les grévistes, ce n'est pas vous, employeur. Même si on peut débattre s'il y a une grève, c'est parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, donc c'est la faute de l'employeur. Mais en tout cas, ce n'est pas vous, dans le cadre d'une grève, qui est à l'origine de la situation. Donc, très compliqué à notre sens d'aller sur une demande de réquisition, puisque ça viendrait à demander à réquisitionner des salariés d'autres établissements, d'autres associations. Donc c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, très compliqué. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec les partenaires sociaux, et j'en aurai terminé sur ce point, c'est d'engager une négociation au titre des délais au terme desquels on peut modifier la durée pour modifier les congés payés. Donc un accord collectif peut tout à fait mettre en place un délai inférieur au délai d'un mois. Et si vous n'avez pas d'accord collectif, eh bien, est-ce qu'on peut tenter ce qui est fixé également par le Code, à savoir, sauf circonstances exceptionnelles, on peut modifier l'ordre dans un délai inférieur au délai d'un mois. Évidemment, dans une telle option, on ne peut que recommander de mettre en place, on va dire, des avantages pour les salariés qui pourraient être soit sur l'hypothèse d'un volontariat, soit un avantage en temps, vous allez me dire c'est reculer pour mieux sauter, soit un avantage en numéraire pour celles et ceux qui accepteraient non pas évidemment d'annuler leurs congés payés, mais de les reporter dans le temps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet qui est aussi dans l'actualité, et on en parle également dans les médias au niveau notamment des différentes crises dans les hôpitaux publics. Voilà, donc j'ai redonné la main à Cécile pour la suite des différents sujets. Merci Stéphane. Je vais continuer sur un point qui est alors une actualité sans lettres, c'est la question du CDD multi-remplacement. Noémie, tu avais amorcé le point. Alors, actualité sans actualité, pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel avait mis en place un nouveau type de CDD à titre expérimental. C'était le CDD multi-remplacement, très utile dans le secteur et particulièrement demandé. Pourquoi? Parce que normalement, quand on conclut un CDD pour remplacer un salarié, on ne peut conclure qu'un CDD par salarié remplacé. Alors, ça n'exclut pas les remplacements en cascade, ça, il n'y a pas de problème, mais par contre, c'est un remplacement égale un contrat. Pour simplifier les choses, justement, le législateur a permis, avec cette loi de 2018, d'expérimenter ce CDD multi-remplacement. Donc, une personne va remplacer plusieurs salariés absents. Et cette expérimentation, à la base, elle avait été fixée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Problème, c'est comme c'est souvent le cas et comme on l'a vu encore récemment, les décrets tardent
à arriver. Et là, en l'occurrence, le décret d'application qui devait fixer la liste des secteurs concernés n'a été publié qu'en décembre 2019, ce qui fait que déjà, il y avait 1 an d'expérimentation qui avait été squeezé. Donc, on a eu cet arrêté, ce décret, pardon, qui a été publié. Le secteur était concerné, en tant que secteur social, sanitaire, médico-social à but non lucratif que l'ESS de manière générale au sens de la loi de 2014. Donc, on avait un secteur qui était concerné et qui a commencé à l'expérimenter à partir de décembre 2019. Problème, le dispositif a pris fin en décembre 2020. Il n'y a pas eu de renouvellement du dispositif. Ça avait été annoncé par le gouvernement. Le ministère du Travail avait été interrogé sur ce point-là et s'était montré favorable à un renouvellement de l'expérimentation. Sauf qu'entre-temps, on a connu la crise sanitaire, le Covid est passé par là et finalement, le ministère, le gouvernement et les parlementaires étaient occupés à bien d'autres choses que à la question du CDD de remplacement. Donc, ce dispositif est mort. Tous les contrats qui avaient été conclus avant décembre 2020, ont continué à produire leurs effets jusqu'à leur fin. Aujourd'hui, on n'a plus de CDD multi-remplacement en vigueur, donc attention, n'en concluez pas. Néanmoins, ça va revenir sur la table puisque avant le renouvellement de l'Assemblée nationale, un député justement avait interpellé le nouveau ministre du Travail en l'interrogeant via les questions parlementaires qui sont formulées toutes les semaines au gouvernement et a interrogé le ministre pour savoir si ce dispositif qui est nécessaire, qui était demandé notamment dans notre secteur, allait être renouvelé, allait être remis sur la table. On n'a pas eu de réponse qui a encore été apportée par le ministère du Travail. Il va devoir formuler une réponse, certainement dans les prochaines semaines. On communiquera là-dessus le cas échéant, mais en tout cas, sachez que potentiellement, dans les semaines, dans les mois à venir, on aura peut-être un bout de projet sur la question du CDD multi-remplacement. En tout cas, on le souhaite pour le secteur. Pour information également, le ministère du Travail avait pour projet de diffuser un question-réponse, comme il a l'habitude maintenant de le faire, sur le sujet des CDD multi-remplacement. Parce qu'en pratique, il y a tout un tas de questions qui se sont posées sur le formalisme du contrat, sur la mise en œuvre. Sauf que là encore, le ministère s'est trouvé un petit peu sous l'eau avec la crise sanitaire et a mis en stand-by ce projet de questions-réponses qui verra peut-être le jour dans les mois à venir. Donc, on vous en reparlera le cas échéant pour le Social Club numéro 3. Mais en tout cas, sachez que c'est dans les tuyaux et que Access, en tout cas, milite pour que ce CDD multi-remplacement puisse de nouveau être mis en place au sein des structures. Autre point d'actualité pour vous prochainement, c'est la question du renouvellement des IRP, du CSE. Vous allez normalement tous plus ou moins tomber dans cette période-là et je vais repasser la main à Stéphane qui va vous faire un petit débrief sur le sujet. Oui, merci Cécile. Donc effectivement, l'agenda, normalement 2022-2023, va occuper grandement les DRH sur le renouvellement du CSE, puisque 2018, des mandats de 3-4 ans, on va arriver sur cette période-là et nombre d'entre vous sont d'ores et déjà en train de négocier soit l'accord collectif pour reconfigurer le périmètre des CSE d'établissement, soit pour négocier votre protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales représentatives. Sur ce point, je vais vous dire qu'il faut aller voir un site internet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est élections.gouv.fr. Il y a toute une série de petits logiciels très bien faits, notamment pour les histoires de calendrier. Donc, je ne vais pas dans le business des avocats parce que vous auriez pu vous facturer tout ça, mais vraiment, c'est extrêmement bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site pour réaliser votre calendrier des opérations en tapant les différentes dates. Ça fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a comme évolution majeure sur le sujet du CSE ? Eh bien, on a déjà le sujet des électeurs et des éligibles, avec une décision qui a été rendue non pas par la Cour de cassation, mais par le Conseil constitutionnel, et qui va un peu quand même bouleverser certains sujets. On vient nous dire qu'un article du Code du travail, l'article 2314-18, est purement et simplement abrogé avec un effet au 31 octobre 2022. Et là, vous allez me dire, mais maître, qu'est-ce que c'est que cet article 2314-18 ? Eh bien, c'est l'article qui prévoit quels sont les électeurs et quels sont les critères pour être électeur, sachant qu'un autre article du Code nous dit que ne peuvent être éligibles que les électeurs. Donc, c'est évidemment un article fondamental. Et que vient nous dire le Conseil constitutionnel ? Eh bien, il vient censurer une position, on va dire, tenue par la Cour de cassation depuis maintenant 10 ans. Alors, comment il a fait ça ? Il a fait ça sur ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation
elle s'est elle-même interrogée sur est-ce que ma jurisprudence qui consiste à dire ne peuvent pas être électeurs, premier point, les salariés qui disposent d'une délégation de pouvoir écrite qui les assimile à l'employeur, deuxième point, ceux qui assurent effectivement la représentation de l'employeur devant les instances représentatives. Est-ce que tout ça, c'est pas trop restrictif? Et évidemment, dans le secteur, on pense à qui? On pense aux directeurs d'établissement, aux directeurs de pôle et pourquoi pas à certains chefs de service. Ou, eh bien, on était en droit de venir dire non, vous ne pouvez pas être électeur puisque vous avez soit une délégation de pouvoir qui vous assimile à l'employeur, soit vous avez tenu de façon habituelle telle ou telle réunion, alors soit des représentants de proximité, soit du comité social, économique et d'établissement. Eh bien, le Conseil constitutionnel nous dit clairement et simplement que cette création de la Cour de cassation, eh bien, elle est contraire à la Constitution. Et donc, par voie de conséquence, elle abroge cet article du Code du travail avec un effet, non pas rétroactif CF Ségur, mais avec un effet pour l'avenir, puisque tout ça ne sera en place qu'à compter du 31 octobre 2022. Alors évidemment, le gouvernement va, on l'espère, revoir la rédaction de cet article pour se mettre un peu en phase avec la décision du Conseil constitutionnel. Mais là, tout le sujet, il est où? Eh bien, il est maintenant, c'est-à-dire comment vous allez traiter les directeurs adjoints, les adjoints de direction, les chefs de service par rapport eh bien, à votre périmètre et à la qualité des lecteurs, alors qu'on sait pertinemment qu'au 31 octobre 2022, ce qui vous permet aujourd'hui de venir dire vous ne pouvez pas, eh bien c'est contraire à la Constitution. Donc il n'est pas impossible qu'on soit dans une situation complètement dingue dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, avec d'éventuelles saisines du tribunal compétent afin de faire constater que le retrait de tel ou tel salarié des listes des électeurs et donc de la possibilité d'être éligible eh bien, est contraire aux dispositions applicables en lien avec une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Deuxième sujet, c'est celui lié au vote électronique. Là encore, la Cour de cassation a fait œuvre de quelques précisions, alors des précisions de bon sens, hein. C'est toujours bien de rappeler le bon sens des fois, c'est des décisions qui ont été rendues le 15 juin dernier. Elle vient nous dire quoi, la Cour de cassation? Elle vient nous dire lorsque l'employeur ne met pas en place les mesures nécessaires permettant à l'ensemble des salariés de voter de façon électronique, eh bien, les opérations électorales doivent être annulées. De quoi on parle? On parle évidemment des salariés qui n'ont pas accès à un ordinateur. Et dans ce fait d'espèce-là, les syndicats avaient alerté que telle ou telle profession ou population de salariés n'avait pas d'ordinateur, n'avait pas accès et n'était pas formée pour utiliser des ordinateurs éventuellement mis à leur disposition pour les opérations électorales. Et donc, du coup, la Cour de cassation vient effectivement confirmer que dans ce cas de figure bien précis, les élections doivent être purement et simplement annulées. Donc attention, puisque nous, on voit vraiment une tendance lourde de recours au vote électronique. Attention, parce que dans le secteur, on a quand même beaucoup de professions qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas accès à un ordinateur portable afin de pouvoir réaliser les opérations de vote. Donc, ça mérite un point de vigilance. Qu'est-ce qu'on vient nous dire également, toujours par une décision du 15 juin? On vient nous dire eh bien, que, vous savez, les procès-verbaux de réunion, les procès-verbaux des élections doivent être affichés quasiment en temps réel. Se pose évidemment la question, lorsqu'on est toujours sur du vote électronique, et bien là, la Cour de cassation, elle nous dit que la publication des procès-verbaux doit se faire par tout moyen, et notamment sur l'intranet de la structure. Donc voilà, c'était le point sur un peu le renouvellement du CSE. Et là encore, nous avons rédigé un article pour direction sur ce sujet qui soit est sorti très récemment, soit ne devrait pas tarder à sortir. Dernier sujet en ce qui me concerne sur la question de l'actualité jurisprudentielle, et ça aussi c'est quelque chose pour lequel vous avez normalement de l'expertise et de l'expérience, c'est ces fameuses enquêtes que vous menez à la suite d'une dénonciation de faits de harcèlement. Alors, vous posez toujours les mêmes questions et c'est très intéressant. Et l'une des questions qui sont posées, c'est « Mais maître, est-ce que je dois associer mes représentants du personnel à cette enquête interne ?»
Alors nous, au cabinet, on a toujours tenu la position de non, il n'y a aucune obligation à associer les représentants du personnel. Mais on venait ensuite ajouter, toutefois, c'est quand même recommandé dans le cadre de la compétence générale du CSE ou ce que vous avez attribué à la CSSCT. Bon, c'est toujours intéressant de venir associer les représentants du personnel. Mais cette décision très récente de la Cour de cassation, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire que le fait d'avoir réalisé cette enquête uniquement au sein de la direction des ressources humaines sans avoir associé les représentants du personnel, ça n'emporte pas la non prise en compte de cette enquête, ce qui était la position de la Cour d'appel. La Cour d'appel avait indiqué, dès l'instant que cette enquête a été menée uniquement par la direction des ressources humaines et personne d'autre, et que seulement, alors à titre d'exemple, 8 salariés sur 20 avaient été entendus, moi, Cour d'appel, j'écarte cette pièce, elle n'est pas utile, je ne l'examinerai pas dans le cadre de la recherche de l'existence ou non du harcèlement moral. Réponse sans ambiguïté de la Cour de cassation, vous avez mal appliqué ma grille de lecture au niveau de la démonstration du harcèlement moral et en aucune façon vous pouviez écarter cette pièce. Donc l'arrêt est cassé et évidemment la Cour d'appel va être ressaisie, va regarder le contenu de cette enquête et va déterminer si oui ou non l'employeur a respecté ses différentes obligations de prévention et de sécurité. Voilà pour ce petit point jurisprudentiel de mon côté. Je redonne la main à Cécile sur l'inaptitude. Merci Stéphane. Effectivement, alors inaptitude et pour faire la transition également CSE, vous avez certainement dû voir passer cette décision du 8 juin sur LinkedIn et autres médias. Alors petit rappel concernant l'inaptitude, c'est que normalement le principe c'est que le CSE doit être consulté dans le cadre de cette procédure d'inaptitude. Pourquoi? Parce qu'il est censé se prononcer sur les offres de reclassement que l'employeur envisage de proposer aux salariés dont l'avis d'inaptitude a été prononcé. Donc le principe, c'est que cette consultation, elle intervient après l'avis d'inaptitude et avant que l'employeur formule les offres de reclassement aux salariés. Sauf qu'il y a une question qui était restée en stand-by, en tout cas pour laquelle la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée. On avait des arrêts de cour d'appel divers et variés avec des positions différentes sur le sujet. Et la question qui se posait, c'était oui, mais depuis la loi El Khomri, l'employeur peut être expressément dispensé de rechercher une offre de reclassement aux salariés dans deux hypothèses. Lorsque le médecin du travail indique expressément sur son avis d'inaptitude, soit que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, soit que l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Sauf que du coup, quand on a ces dispenses de reclassement, on se demande, mais ok, si on consulte le CSE, quel est l'objet de cette consultation? Qu'est-ce qu'on met dans la convocation du CSE et qu'est-ce que le CSE, sur quoi il est censé se prononcer? Ça n'avait pas vraiment de sens et c'est pour ça que nous, au cabinet, on avait tendance à penser que cette consultation n'était dans cette hypothèse-là pas nécessaire. Maintenant, par sécurité et faute de jurisprudence sur le sujet, la pratique faisait qu'on continuait à consulter le CSE finalement via une consultation guidon qui ne portait sur rien pour avoir un avis et pour être sécurisé. Et d'ailleurs, encore dans un contentieux assez récent au cabinet, notre contradicteur, avant que cet arrêt soit rendu, soulevait l'invalidité de la procédure d'inaptitude puisque le CSE n'avait pas été consulté alors même qu'il y avait eu une dispense expresse de reclassement par le médecin du travail. La Cour de cassation a donc statué là-dessus le 8 juin dernier et est venue expressément considérer que, à partir du moment où vous avez un avis d'inaptitude avec une des deux cases cochées sur la dispense de reclassement, vous n'avez pas à consulter votre CSE. C'est finalement du bon sens. Maintenant, est-ce que le bon sens et le droit font bon ménage? Ça dépend. Et là, en tout cas, la Cour de cassation a suivi la voie du bon sens et a jugé effectivement qu'en aucun cas, le licenciement pouvait être jugé injustifié parce qu'il n'y aurait pas eu consultation du CSE alors qu'il y avait dispense de reclassement. On a eu une autre décision du 1er juin qui a été rendue toujours sur le sujet inaptitude, consultation du CSE. Là, c'était une hypothèse un petit peu particulière. On était sur une petite structure qui n'avait plus qu'un représentant du personnel au CSE, qui était donc le seul. Et ce représentant du personnel était absent depuis un moment, alors je crois pour arrêt maladie. Et du coup, dans cette hypothèse-là, l'employeur, n'ayant plus au sein de la structure d'interlocuteur, n'a pas consulté le CSE. Alors, dans cette affaire-là, il n'y avait pas de dispense de reclassement. On était sur une procédure d'inaptitude classique et l'employeur a proposé des offres de reclassement aux salariés sans consulter le CSE, puisque pour lui, il n'avait personne finalement à qui consulter. Le salarié agit dans le conseil de prud'homme et la Cour d'appel a jugé le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, puisque
pour la Cour d'appel, le CSE aurait dû, dans cette hypothèse-là, quand même été consulté. Alors certains vont me dire, bah oui, mais du coup, s'il n'y a personne, comment on fait? La Cour de cassation, elle a suivi la Cour d'appel, et là, pour le coup, c'est une position de bon sens, je ne sais pas, mais en tout cas juridique, c'est que, ayez bien en tête et gardez ce principe en tête, quand un élu du CSE est absent, quelle qu'en soit la raison, parce qu'il est en arrêt maladie, il est en congé, il est en absence non rémunérée, peu importe, la suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat. Et ça, la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juin, elle le rappelle, c'est d'ailleurs la première chose qu'elle rappelle, c'est attention, suspension du contrat ne veut pas dire suspension du mandat. Ça veut dire aussi que l'élu, il est censé être invité aux réunions plénières du CSE, et il est censé être invité à une réunion de consultation. Maintenant, si l'élu ne peut pas se rendre à la réunion, notamment parce qu'il est en arrêt maladie et que, compte tenu de son état de santé, il ne peut pas se rendre à la réunion de consultation, et bien dans cette hypothèse-là, ce que l'employeur aurait dû faire, c'est convoquer le CSE, et lors de la réunion, eh bien, appliquer les règles de remplacement qui sont fixées par le Code du travail. C'est l'article L2314-37, vous verrez, il n'est pas très simple à lire, mais il fixe subsidiairement qui doit remplacer un représentant du personnel quand il n'est pas là, et on arrive d'ailleurs jusqu'à des salariés non élus. Donc l'employeur aurait dû suivre cette procédure, et à défaut de personnes se rendant à la réunion, personne pour remplacer, et bien dans cette hypothèse-là, l'employeur aurait dû à minima voilà, faire une réunion, adresser une convocation en ordre du jour, et puis voilà, constate carence à la limite. Mais il n'avait même pas fait ça, il n'avait pas convoqué. Donc attention, cet arrêt vient bien rappeler que ce n'est pas parce que mon élu n'est pas présent dans les effectifs actuellement parce qu'il a le contrat suspendu qu'il ne doit pas être convié. On doit mettre en œuvre les règles de remplacement prévues par le Code du travail. Et donc effectivement, dans cette affaire-là, malheureusement pour l'employeur, le licenciement du salarié pour inaptitude a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Donc attention à cette procédure de consultation du CSE. Autre thématique, alors d'actualité, oui et non, qui nous semblait important d'évoquer, c'est une question qui est assez fréquente dans le secteur, quelle que soit votre convention collective appliquée d'ailleurs, c'est la question de la contractualisation des dispositions conventionnelles et des mentions au bulletin de paie. C'est assez fréquent dans le secteur parce que déjà nos conventions collectives demandent à ce qu'il y ait un certain nombre de mentions dans le contrat de travail, alors même que pour un CDI par exemple, le contrat de travail écrit normalement n'est pas obligatoire dès lors qu'il est à temps plein. Et je sais que vous faites face aussi, voilà, quand vous changez de logiciel de paye, parfois c'est compliqué, on a des mentions qui apparaissent, des mentions qui sont supprimées, mais attention, il y a des contentieux sur le sujet, et nous on en a au cabinet, sur la question de la contractualisation de certaines dispositions, et là en l'occurrence sur la question de la reprise d'ancienneté. Je fais notamment référence à la CCN 51. Vous savez qu'on a un principe de reprise d'ancienneté qui est prévu par la convention collective pour le calcul de la prime d'ancienneté et le cas échéant du complément technicité. Mais cette reprise d'ancienneté, elle ne vaut que pour ces éléments. On n'est pas sur une reprise d'ancienneté globale pour tous les autres éléments de rémunération, pour les indemnités de rupture, etc., etc. Et ça, il faut faire attention parce que nous, on voit passer au cabinet un certain nombre de contrats de travail où il est indiqué, voilà, l'association reprendra l'ancienneté de madame ou de monsieur un tel compte tenu de ses fonctions exercées auprès de tel ou tel employeur à hauteur de tant d'années, point. Le problème, c'est qu'en mentionnant ça comme ça, sans se référer expressément à la convention collective ou à minima en mentionnant que ce n'est que pour la prime d'ancienneté et ou pour le complément technicité, eh bien le problème, c'est qu'on a des salariés qui, souvent, une fois qu'ils ont quitté les effectifs et qui veulent leurs indemnités de rupture, eh bien, demandent à bénéficier d'une ancienneté totalement reprise. Et là, alors, on a des arrêts sur le sujet de la Cour de cassation, on a des arrêts de Cour d'appel qui viennent justement statuer notamment sur la question de la CCN 51 pour venir dire que la reprise d'ancienneté ne concerne bien que la détermination des salaires et non des indemnités de rupture. Mais néanmoins, on n'est pas à l'abri du juge du fond qui viennent estimer que, faute de se référer à ces dispositions et faute de se référer à la prime d'ancienneté ou au complément technicité, parce que la convention collective nous dit dans le contrat de travail, on doit mentionner la rémunération, mais on n'est pas censé mentionner expressément la reprise d'ancienneté. Eh bien, des conseils de prud'homme pourraient très bien juger que cette reprise d'ancienneté a été contractualisée, auquel cas il faudrait même pour les indemnités de rupture et le cas échéant les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, par exemple pour l'application du barème Macron, eh bien, il faudrait reprendre l'ancienneté totale. Donc ça, faites attention. On a aussi un arrêt récent qui a été rendu sur la question des bulletins de paye.
Pour rappel, normalement, quand vous mentionnez l'ancienneté sur le bulletin de paye, il y a une présomption de reprise d'ancienneté qui est établie au profit du salarié. Cette présomption, c'est une présomption qui est dite simple. Ça veut dire que l'employeur peut par tout moyen venir prouver, expliquer au conseil de prud'homme que non, l'ancienneté qui a été reprise, elle n'est pas totale, elle n'est que pour tel élément de rémunération. C'est l'objet d'une présomption simple. Et on a eu un arrêt assez récent sur le sujet qui a été rendu le 15 juin dernier, il me semble, donc il y a moins de 2 semaines, où justement, sur le bulletin de paye, le constat, c'était qu'il y avait des mentions contradictoires, en fait. Et c'est souvent le cas dans le secteur parce que, selon vos logiciels de paye, on a des fois ancienneté établissement, ancienneté secteur, ancienneté professionnelle, ancienneté technicité, bref, on a parfois plusieurs anciennetés qui sont mentionnées. Et dans cette hypothèse-là, la Cour de cassation a mieux considéré que dès lors qu'il y a une contradiction sur l'ancienneté dans le bulletin de paye, la présomption ne vaut pas. Donc ça vient un petit peu plus sécuriser les employeurs, mais si je peux vraiment conclure sur ce point-là, faites attention dans la rédaction de vos contrats de travail. Je sais que parfois on veut trop en dire, c'est pas toujours la bonne option. C'est pareil pour les différentes primes et indemnités, si je prends la prime Ségur 1, Ségur 2, la Forcade 1, 2, etc. Attention à éviter toute contractualisation, référez-vous bien aux dispositions conventionnelles et il n'y aura aucun problème. Mais voilà, il faut anticiper ce genre de choses et ne pas vouloir trop en dire dans le contrat de travail. J'ai évoqué à l'instant la question du barème Macron. On ne peut pas faire un webinaire d'actualité le 27 juin sans évoquer la question du barème Macron. Je pense que vous êtes tous informés ici sur le fait que la Cour de cassation, la Chambre sociale, a expressément jugé en mai 2022, le 11 mai, que le fameux barème des indemnités prud'homales était conforme à la Convention 158 de l'OIT. La Cour de cassation a aussi jugé que la Charte sociale européenne sur laquelle se fondaient les salariés n'était pas d'application directe en droit interne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas suffisamment précise, elle donne trop de marge de manœuvre aux États et donc la Cour de cassation a estimé qu'elle n'était pas d'application directe. Alors ça, c'est un arrêt de la Chambre sociale et la notion d'arrêt est importante parce que ça veut dire que cet arrêt va lier normalement toutes les juridictions de fond, donc prud'homale et cour d'appel, ce qui n'était pas le cas de l'avis qui avait été rendu en 2019 sur le sujet. Un avis de la Cour de cassation ne lie personne et pas la Cour elle-même, donc là au moins on vient sécuriser les ruptures de contrat de travail. On n'a pas encore vraiment de recul par rapport à ce que vont faire les cours d'appel qui étaient jusque-là un peu récalcitrantes au barème. On a eu des arrêts postérieurs qui ont fait application du barème, mais là c'est encore trop tôt. Pourquoi? Parce que même si on a des arrêts qui ont été rendus après, les audiences ont généralement eu lieu bien avant. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul sur ce que feront les arrêts et les cours d'appel, mais normalement ça vient quand même sécuriser la position des employeurs. Vous avez peut-être vu passer également que le Comité européen des droits sociaux s'était prononcé là, il y a la semaine dernière sur la question justement du barème Macron. Alors l'avis du Comité européen des droits sociaux ne sera diffusé, je crois, qu'au mois de septembre. Donc on n'a pas encore l'avis textuel sous les yeux, mais en tout cas on sait que l'audience a eu lieu, enfin la réunion, parce que justement le point est important. Ce Comité européen des droits sociaux, c'est pas une juridiction. Donc en fait, ces avis ne lient absolument personne et ce comité a estimé que le barème Macron français était contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne, sauf que comme je vous l'ai dit, elle n'est pas d'application directe en droit interne. Donc finalement, ça n'a aucun effet. Par contre, le comité européen a expressément dit que cette décision serait transmise au Conseil des ministres de l'Union européenne pour justement essayer de forcer un petit peu le législateur pour finalement arrêter, en tout cas prendre une décision sur le barème Macron. Donc j'en ai fini sur ce point-là. Dernier point, dernier arrêt sur le sujet, toujours des salariés protégés. On va aller sur la question, voilà, on a parlé des élus du CSE, je vais terminer juste sur ce point-là. On a eu un petit rappel dans un arrêt très récent sur la question des heures de délégation. Petit rappel parce que ça c'est vraiment une question qu'on a fréquemment, c'est un contentieux qu'on a également. Quand vous avez des salariés protégés qui prennent leurs heures de délégation, si vous voulez contester l'usage qui est fait de ces heures de délégation, impérativement, vous devez tout d'abord les payer, quoi qu'il arrive, sauf celles qui sont faites en excédent par rapport à leur crédit d'heures de délégation. Mais surtout, pensez bien à d'abord on paye et ensuite on râle, c'est important. C'est un principe qui a été rappelé le 1er juin 2022. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, le salarié pourra automatiquement avoir des dommages et intérêts. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que non, il y aura un rappel de salaire, mais il n'y a pas forcément de dommages et intérêts. Mais attention, si vous voulez contester l'usage fait du créditeur, eh bien, il faut impérativement d'abord les payer. J'en ai fini sur ce point-là. Je ne sais pas, Noémie et Stéphane, s'il y a d'autres questions qui sont en stand-by. Il est 11h50. Merci pour la mise en jeu.
Merci beaucoup Cécile d'avoir mis le turbo pour répondre, pour faire le tour le plus exhaustif possible de l'actualité en droit social de ces 3 derniers mois. Ce qui est parfait, c'est qu'il nous reste 10 minutes pour répondre aux questions. Bien entendu, enfin, vous deviez vous en douter, les questions posées concernent quand même essentiellement le Ségur. Alors, j'ai fait comment dire, une sorte de tri pour les rassembler selon leur thématique. On a déjà toute une série de questions qui concernent les professionnels qui sont effectivement concernés par ces revalorisations salariales, par ces primes. Parmi les questions qui sont posées, c'est les chauffeurs salariés, les professeurs, les adjoints d'animation, les TISF qui relèvent de la convention collective unique de l'aide à domicile, mais qui œuvrent en protection de l'enfance, ou encore les formateurs des établissements et services. Alors peut-être qu'on ne peut pas lister tous les professionnels qui sont concernés, mais en tout cas, peut-être, Cécile, indiquer où trouver la liste de ceux qui sont effectivement concernés. Oui, effectivement, Noémie, c'est une question qui revient souvent, déjà parce que voilà, il y a des professions propres à chaque structure. Vous avez effectivement parfois même des faisans fonctions, bref, c'est un petit peu compliqué. Vous allez voir, alors peut-être qu'on pourra faire suivre, voilà, on fera suivre sur LinkedIn ou de toute façon, vous le verrez, hein, vous tapez sur Google accord de branche du 2 mai 2022 Access, vous tomberez sur des liens et vous allez voir, il y a l'accord de branche. On a l'article sur les structures éligibles. Donc, première étape, vérifiez bien que votre structure rentre dans le champ d'application. Et ensuite, pour les professionnels, vous avez une annexe à cet accord qui est en dernière page. On ne la voit pas forcément parce qu'elle est au format paysage et qu'elle est en dernière page, mais allez voir cette annexe. Et le principe, c'est que si le salarié ne figure pas, sa profession ne figure pas dans cette annexe, il n'est pas éligible à cette indemnité. Ça ne veut pas dire que voilà, vous ne pouvez pas lui verser si vous avez les fonds, ou en tout cas si vous souhaitez le faire. Ça, Stéphane a évoqué le sujet des oubliés. Mais en tout cas, normalement, ne sont éligibles que ceux qui figurent limitativement au sein de cette annexe. Donc voilà, on ne va pas lister toutes les professions, tous les types de métiers, mais en tout cas, allez consulter cette annexe. Elle est avec l'accord et tout est dedans. Voilà, donc ceux qui sont inscrits y ont droit et ceux qui n'y sont pas figurent parmi les oubliés de ces nombreuses revalorisations et extensions successives. Une autre question aussi qui a été posée de différentes façons, mais que j'ai synthétisée ainsi pour vous, est-ce que même si les financeurs n'ont pas versé les fonds, est-ce que les employeurs sont tenus de les verser? À partir de quand? Et s'ils ne les versent pas, que peuvent-ils faire si les salariés tentent des actions au prud'homme, tout simplement? Alors, c'est effectivement la problématique que vous avez tous aujourd'hui, c'est que à date, on n'a pas les fonds, ou en tout cas, on n'a pas suffisamment de fonds. Même quand il y a des fonds, il n'y en a pas assez. C'était déjà le cas pour le Ségur 1, pour la Forcade 1. C'est un problème qui revient systématiquement et c'est un problème qui est très propre au secteur. C'est-à-dire que vous avez deux choses en fait. Vous avez d'une part le droit du travail et vos obligations sociales et d'autre part vos obligations budgétaires et vos rapports avec vos financeurs. Et malheureusement, en fait, le Code du travail ne discute pas avec le Code de l'action sociale et des familles et avec vos financements. C'est deux sujets totalement différents, même si pour vous, ça vous met dans des situations très compliquées. Malheureusement, il y a une étanchéité des deux thématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous adhérez à Nexem ou à la FEAP, vous êtes tenu, depuis le 24 juin 2022, de verser l'indemnité la Forcade 2, peu importe que vous ayez reçu les fonds, c'est-à-dire que vous les recevrez a posteriori. Il y aura une régularisation qui sera faite, en tout cas je vous le souhaite, mais en tout cas vous êtes liés par cet accord de branche. Si vous n'adhérez pas à la FEAP ou à Nexem, vous avez une petite période de sursis, c'est ce que je mettais en commentaire. Vous pouvez attendre que l'arrêté d'extension de cet accord soit publié au journal officiel. Ce n'est pas le cas pour le moment, vous avez peut-être un sursis d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Évidemment, on communiquera dès que cet accord de branche sera étendu. Mais voilà, si vous n'adhérez pas à ces fédérations patronales, pour le moment, vous n'êtes pas obligé de la verser. Ce qui veut dire aussi qu'effectivement, s'il y a des actions prud'homales qui sont diligentées, et notamment en référé, pour que ça aille plus vite, le constat, c'est que s'il y a un accord de branche qui vient d'être pris, qui est publié au journal officiel, dont l'arrêté d'agrément est publié au journal officiel, et que vous adhérez à une des fédérations patronales, automatiquement, effectivement, les salariés pourront solliciter un rappel de salaire. Donc voilà. Je ne sais pas la réponse qui est attendue par tous, mais malheureusement, c'est le constat qui est fait. Voilà.
Merci beaucoup Cécile. Une autre question que je veux aussi fusionner, je pense que vous l'aviez abordé, mais peut-être de le repréciser, c'est effectivement que ces primes ne seront pas cumulatives entre Laforcade 1, 2, Ségur 1, 2. Donc globalement, s'il y a un versement là en juillet, est-ce qu'il faut déduire les Laforcade 1 ou Ségur 1 qui ont déjà été versés à des salariés? Et j'embraye tout de suite, si vous voulez bien répondre ensuite de façon groupée, quel versement aussi pour des salariés qui seraient éligibles, mais qui, pendant la période au printemps, par exemple, étaient en arrêt maladie ou en arrêt de travail? Est-ce qu'il faut leur verser même s'ils n'étaient pas là? Alors, effectivement, c'est une autre question qui a pas mal été posée. Alors, sur ce point-là, il n'y a pas de cumul de primes, effectivement. Là encore, vraiment, allez prendre connaissance de cet accord de branche. Pour le coup, sur ce sujet de l'éligibilité, il est assez clair. Sont exclus, on ne peut pas percevoir 2 fois la prime de 283 € brut. Ça veut dire que si vous avez un salarié qui aujourd'hui est éligible, par exemple, au Ségur 1, eh bien, il ne bénéficiera pas du Laforcade 2. On n'aura pas à verser cette prime-là. Alors, ne faites même pas de changement de dénomination sur vos bulletins de paye, puisque l'accord de branche du 2 mai indique clairement qu'il y a un critère. Alors, il y a des critères d'éligibilité, on l'a vu, structure et profession exercée. Et on a un critère d'exclusion, c'est quand bien même je remplis les critères d'éligibilité, si j'ai déjà une prime de ce montant-là, et bien effectivement, je suis exclu de l'indemnité Laforcade 2. L'idée étant tout simplement, et c'est assez logique, de ne pas avoir 2 fois la même prime. Pourquoi? Parce que ces primes-là, elles ont le même objet en réalité. Et vous savez, quand on a un concours de normes conventionnelles, on a toujours cette question de est-ce que les primes dont on parle ont le même objet pour savoir si on veut les cumuler ou pas. Et bien là, c'est exactement ça. Ces primes-là ont le même objet. Et là, en l'occurrence, on est sur le même montant. Donc, effectivement, on a le droit qu'à une seule. Pas de régularisation à faire. Donc, dans cette hypothèse-là, on continue à verser la prime dont bénéficiait déjà le salarié et on ne change rien. Pour la question des salariés absents, la prime, à mon sens, doit effectivement être régularisée, je pense, puisque ce n'est pas traité dans le cadre finalement de l'accord de branche. Il devrait y avoir une régularisation. La difficulté, c'est qu'en fait, quand vous avez un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, le maintien de salaire, son assiette de calcul, c'est sur une période de référence. Et sur cette période de référence, il faudra regarder si elle comprend rétroactivement le versement de l'indemnité Laforcade 2. C'est pas évident à expliquer, mais en gros, vous avez cette période de référence. Si on a une rétroactivité au 1er avril 2022, sur cette proportion, il y aura potentiellement une régularisation. Mais là, en fait, on applique les règles classiques de maintien de salaire et on ne vient pas finalement rajouter une prime supplémentaire au maintien de salaire. Voilà, donc c'est pas forcément évident sur la question des arrêts maladie, mais on est censé appliquer ça sans exception pour l'indemnité Laforcade 2. Alors, et autre question, Stéphane y a répondu par écrit, mais ce serait bien, je pense, pour l'information de tout le monde. Est-ce que le bénéfice de ces primes Ségur, Laforcade et compagnie doivent être inscrites dans les contrats de travail? Oui, alors ça rebondit effectivement au sujet de la contractualisation que j'évoquais. Faites très attention à ça. Vous n'avez aucune obligation de les indiquer. Par principe, vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas à le détailler. Le contrat de travail peut très bien dire, voilà, coefficient, valeur du point à date, c'est ça, et le salarié bénéficiera des indemnités prévues par la convention collective et les éventuels accords d'entreprise. Voilà, on peut se contenter de ça. Je sais très bien que, voilà, problème d'attractivité du secteur, première question qu'on pose en entretien, est-ce que j'ai le droit à l'indemnité Ségur, Laforcade, etc. Et forcément, pour des questions d'attractivité aussi, on a envie de mentionner ça, voilà, dans les offres d'emploi, dans le contrat de travail. Si vous le faites, vous pouvez le faire dans la partie rémunération, le salarié bénéficiera, mais dans ce cas-là, il faut être très clair, vous renvoyez expressément à l'accord de branche du 2 mai 2022, vous indiquez conformément à l'accord de branche du 2 mai 2022, agréé, le cas échéant étendu, le salarié bénéficiera de la prime conventionnelle, Ségur 2 par exemple, ou de la prime Laforcade 2. Mais vraiment, référez-vous aux dispositions conventionnelles pour éviter toute contractualisation. Parce que voilà, on a évoqué la question par exemple de la convention collective unique étendue. Potentiellement, on en aura une dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne sait pas. Mais si on en a une, vos contrats de travail, ils seront toujours là en fait. Donc il faudra aussi éviter que si demain, ces revalorisations sont intégrées dans le salaire de base, par exemple, on peut rêver, eh bien qu'on n'ait pas en plus à verser des primes qui seraient mentionnées au contrat de travail. Donc vraiment, le mot de la fin, là, c'est vigilance, attention à comment vous rédigez vos contrats. Est-ce que ça veut dire aussi, par rapport aux conditions d'éligibilité de la prime, qu'un salarié qui a 50% dans une structure, chez une association, à 50% sur une autre, va bénéficier 2 fois du Ségur, parce qu'il fera 2 fois 50% de temps de travail éducatif?
Effectivement, alors on n'a pas d'exclusion à ce niveau-là. On a un critère de répartition quand le salarié travaille dans plusieurs établissements, mais par contre, voilà, si j'ai plusieurs employeurs, j'applique strictement l'accord de branche et c'est pas à moi en tant qu'employeur de venir cutter et dire ah bah non, ça va être l'employeur A qui va verser par mois. Parce que là, dans ce cas-là, bon, bah, quelle structure serait tenue de verser la prime ou pas? Donc non, on applique l'accord de branche sans tenir compte de l'exercice dans une structure certes éligible auprès d'un autre employeur. Là, vous vous contentez d'appliquer l'accord et on ne rogne pas la prime pour ce motif-là. Et alors, une dernière question, puisqu'il est déjà midi et qu'on arrive au terme de ce webinaire, qui concernait plutôt comment faire face aux difficultés de recrutement et de remplacement cet été, sur la possibilité aussi, pour avoir des remplacements, pour pouvoir assurer l'activité tout simplement, d'augmenter la durée du travail à 60 heures semaine de manière exceptionnelle. Est-ce que, en sollicitant l'inspection du travail, est-ce que c'est une possibilité aussi au-delà de ce que vous aviez présenté comme solution? Alors, c'est effectivement tout à fait possible. C'est même une très bonne option envisagée. Pour mémoire, on a une contrainte supplémentaire dans le secteur, c'est que notre accord de branche Unifed de 99 limite la durée hebdomadaire à 44 heures. Donc, on n'est même pas finalement au droit commun des 48 heures. Donc, effectivement, vous pouvez tout à fait solliciter l'inspecteur du travail suivant la procédure réglementaire. Hein. Vous faites une demande pour passer à 48, 50, 60 si nécessaire. Et dans ce cas-là, il faut effectivement bétonner votre dossier en expliquant vos difficultés de recrutement, en expliquant tout ce que vous avez mis en œuvre pour éviter d'en arriver à demander du travail 60 heures par semaine. Et il faut monter votre dossier avec la consultation du CSE, etc. Mais c'est effectivement une option envisageable. C'est une possibilité. Et après, c'est à l'appréciation évidemment de l'inspecteur du travail. Donc, mais oui, c'est une possibilité. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on arrête là pour ce deuxième Social Club, ce deuxième webinaire. Un grand merci Cécile Noël et Stéphane Picard pour ce tour d'horizon très complet et très détaillé sur l'actualité en droit social de ce second trimestre 2022. Nous vous donnons donc rendez-vous tous les trois à la rentrée pour le prochain Social Club Direction Picard Avocat. En attendant, bien entendu, vous pouvez retrouver toutes les actualités chaque semaine dans la newsletter de direction et chaque mois dans le magazine avec des conseils pratiques et des décryptages rédigés notamment par le cabinet Picard Avocat. Si cela vous a plu, si cela vous a aidé, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, vous pouvez encore nous envoyer des messages, rédiger des questions ou des commentaires. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci encore Cécile et Stéphane. Et d'ici la rentrée, nous vous souhaitons une coupure estivale la plus reposante possible. À très bientôt.